Bienvenue dans les Échos d'Arkham, une série de podcasts dédiés au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Je suis Kevin et dans ces discussions, je suis rejoint par mon ami Guillaume, un autre passionné par ce jeu emblématique du paysage rôliste. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bonjour Kevin et bonjour à notre invité c'est plutôt nous qui sommes ses invités ce soir. C'est vrai, j'ai un petit peu menti dans l'intro parce que ce soir c'est un petit peu particulier, c'est la première fois qu'on fait intervenir une troisième personne dans le podcast des Échos d'Arkham et donc je vais vous souhaiter le bonsoir à Arnaud. Eh bien bonsoir à tous. Et merci de m'accueillir au sein des Échos d'Arkham. C'est surtout à nous de te remercier parce qu'on est chez toi ce soir, dans ton bureau, dans ton antre, j'ai envie de dire. C'est un écrin particulièrement agréable pour cette première expérience à trois. Non, ne glissons pas vers Berlin la dépravée tout de suite. Eh bien écoute, Arnaud, je sais pas, on peut peut-être se lancer directement dans l'interview, entre guillemets, mais Arnaud, qui es-tu ? Eh bien, je suis un rôliste de 52 ans, voilà, passionné de l'Appel de Cthulhu, principalement, et Donjons et Dragons. Et aussi grand passionné collectionneur de Lovecraft. Voilà. Et est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés ? Je me souviens, alors je n'avais pas la date, mais je l'ai lu... Tu m'as montré la date tout à l'heure. C'était en mai 2018, c'est ça ? En mars 2018. Je crois que je vendais des... Je t'avais vendu une boîte de Donjons Dragons, je crois. C'est ça, la boîte expert ? Ou la boîte rouge ? Non, alors oui, en fait, on a eu une première fois en mars 2018 via eBay. Tu m'avais vendu la boîte de Donjons Dragons en anglais, la version Moldvay. Oui, la Moldvay, ouais. Et ensuite, on s'est revus parce que là, tu m'as vendu la boîte rouge française. La boîte rouge française, ouais. C'est ça. Ouais. Et c'est à cette occasion, si je me souviens bien, que du coup, tu m'as fait profiter de ta collection. Tu m'as fait visiter un petit peu. C'est ça, tu étais passé à la maison. Ouais. Tu étais passé chez moi à l'époque quand j'habitais sur Paris. Et... Je m'étais clairement invité, je m'en souviens. Alors vous vous dites, qui peut être assez fou pour se débarrasser de deux boîtes comme ça ? Mais si vous étiez avec nous ici, vous verriez bien que ça n'est qu'un tout petit élément de la collection d'Arnaud. Et je compte une douzaine de boîtes de donjons, facilement. Donc à peu près... un arc-en-ciel merveilleux de boîtes de donjons. Ouais. D'ailleurs, à combien tu estimes le nombre de tes livres de jeux de rôle, boîtes de jeux de rôle, en tout cas articles ? Je n'ai jamais compté. Peut-être, je dirais, dans les 350 à 400... C'est tout. Enfin, j'ai l'impression d'en voir plus de 1000, sincèrement. Non, je te jure, il faudrait compter. Il y a aussi de nombreux objets qui sont, sans être des objets, sans être des livres de jeux de rôle, qui sont des objets liés à Lovecraft et au mythe de Cthulhu dans son ensemble. On est presque dans un cabinet de curiosité, je le disais tout à l'heure, mais ça fait presque ça. C'est l'ambiance un petit peu... C'est ça, tout à fait. En fait, il y a deux parties dans cette pièce. Il y a la partie jeux de rôle collection, et à côté de mon bureau, il y a toute la partie Lovecraft... Avec des ouvrages que je collectionne et des Weird Tales, des premières éditions, des choses comme ça. Donc, et la partie vraiment, comme vous avez dit, cabinet de curiosité. Là. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours en tant que rôliste et plus particulièrement pour le coup de ton lien avec l'Appel de Cthulhu ? Alors, comment je pourrais parler de comment j'ai découvert le jeu de rôle ? Alors j'ai découvert le jeu de rôle en 1983, si ma mémoire est bonne, à Noël 83. Je crois que c'était Noël 83. À l'époque j'avais 11 ans et il y avait un magasin de jouets à Rennes, parce que j'habitais à Rennes. Il y avait un magasin de jouets qui s'appelait Tomine, donc ça rappellera des choses aux gens qui habitent à Rennes. Tomine n'existe plus maintenant. Mais c'était le grand magasin de jouets de Rennes. Et à Noël, on avait acheté à mon petit frère la boîte Magenta
la boîte Magenta de Donjons et Dragons. Nous, on connaissait pas du tout Donjons et Dragons, mais mon père connaissait Donjons et Dragons. Mon père connaissait Donjons et Dragons, mais il nous en avait pas vraiment parlé. Lui faisait du wargame, c'est un homme qui faisait du wargame épistolaire depuis les années, on va dire fin des années 60, début des années 70, avec des wargamers américains. Et un jour, un de ses copains lui a ramené une boîte, qui était la boîte blanche de Donjons et Dragons. Que l'on voit ici dans la collection. Et donc, lui, n'était pas vraiment intéressé par le jeu de rôle. Et puis, il a commencé à en faire. Je crois qu'il a dû faire une partie avec ses copains. Il nous a... Enfin, quand on a découvert la boîte Magenta de Donjons et Dragons, on l'a acheté. Et là, il a percuté. Il a dit « Ah oui, mais moi, je connais. » Et il nous a finalement ensuite offert... beaucoup plus tard, hein. C'est les différentes boîtes que lui il avait. Et la boîte blanche de Donjons et Dragons, il était conseillé de lui adjoindre le wargame, la Outdoor Survival, qui est un wargame qui permettait en fait d'avoir une carte pour l'exploration en extérieur dans Donjons et Dragons, chose qui n'existait pas avant. Donc les gens achetaient la boîte blanche et puis en même temps ils achetaient ce jeu-là. C'est un jeu de Avalon, je crois. Ouais. Et voilà. Et ton père a été votre maître de jeu aussi ? Non, mon père n'a jamais été notre maître de jeu. Il ne nous a d'ailleurs jamais encouragé finalement à jouer à faire du jeu de rôle. Il nous a encouragé en fait à lire les bouquins pour qu'on développe notre anglais. En fait, c'était ça. Principalement le but, mais pas vraiment une ouverture holistique. C'était un homme assez secret et qui continuait à faire ses parties de wargame, quoi. Voilà, mais ça. Mais par contre, le jeu de rôle, lui, il était arrivé avec mes cousins. Donc à partir de ce fameux Noël 83. Quand la boîte est sortie chez les revendeurs français, là on s'est mis à jouer et puis on n'a plus rien lâché, quoi. Voilà. Et ta première expérience de joueur, c'était comme maître de jeu ou comme joueur ? Alors ma première expérience, c'était comme joueur. Mon cousin Cédric était maître de jeu, et un excellent maître de jeu, qui était aussi un excellent dessinateur, et qui avait la particularité d'arriver à créer des ambiances incroyables, quoi. Vraiment, donc il peignait, il peignait des figurines, et c'était un super grand dessinateur. J'ai pas mal de dessins de lui d'ailleurs ici. Il avait fait des écrans. Voilà, il peignait des écrans. Voilà, il faisait des choses comme ça. Et c'est lui qui a dessiné tous nos personnages. J'ai encore toutes mes fiches de personnages de l'époque. Voilà, je jouais un petit Jean à l'époque, qui s'appelle Banedon. Et j'ai encore sa fiche de personnage. Et à l'époque, on ne pouvait monter que jusqu'au 8e niveau. Et pour les petites gens, donc pour les alflins ou les hobbits. Et donc, j'ai regardé ma fiche, là, c'est du grand n'importe quoi, en fait. Hein. Voilà. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Est-ce que tu veux dessiner la tête de ton personnage ? Alors, j'avais dessiné la tête de mon personnage, et je crois que je l'avais dessiné à partir d'un personnage qu'avait dessiné John Blanche dans un vieux numéro de White Dwarf, un truc comme ça. J'avais essayé de le reproduire. Bon, voilà. Parce que c'est un petit peu une blague qu'on se fait à chaque fois avec Guillaume, c'est que de temps en temps, quand j'achète des anciennes boîtes, que ça soit avec Cthulhu, Donjons Dragons, des fois tu retrouves des vieilles fiches de persos avec des avatars dessinés vraiment très sommairement, quoi. Très sommairement, très enfantin. Les feuilles de personnages de l'appel de Cthulhu, en haut à droite, il y a ce petit carré pas très grand, fait la taille de 4 timbres-poste, et où on pouvait dessiner sa tête. Et moi j'en ai toute une collection aussi. Je pense que toi c'est peut-être sur l'appel de Cthulhu tu vas peut-être retrouver la même chose. Ah oui. Et c'est bien parce que ça raconte une histoire, et puis ça serait rigolo. Moi souvent j'essaye, quand j'achète un matériel d'occasion, de poser la question à la personne, est-ce que c'était ton matériel à toi, est-ce que tu l'as racheté, pour savoir en fait d'où ça vient, parce que des fois on peut avoir des histoires intéressantes, tu vois,
des anecdotes. Ah oui, et puis tu retrouves ce qui est. Bon, j'ai acheté pas mal j'en ai acheté d'occasion aussi, hein, et j'ai retrouvé aussi des fiches de personnages ou encore des débuts de scénario, des choses comme ça. On retrouve assez aisément ce genre de choses, quoi. Et c'est assez. On tombe dans l'intimité du joueur, quoi. Ouais. Et donc, ton premier contact avec l'Appel de Cthulhu? Alors, mon premier contact avec l'Appel de Cthulhu, ça a été à travers les scénarios qu'il y avait dans Casus Belli. Mon cousin avait acheté la boîte blanche, celle qui est là-haut d'ailleurs, puisque moi je l'avais pas cette boîte-là. Donc il avait acheté la boîte blanche et on a commencé alors assez laborieusement, je dois dire. Moi j'avais lu Lovecraft avant, donc depuis à peu près l'âge de 12-13 ans je lisais Lovecraft. Et j'avais été totalement subjugué en apprenant qu'il y avait un jeu de rôle sur le mythe de Cthulhu. J'ai d'ailleurs été très surpris parce que moi le seul mythe de Cthulhu que je connaissais, c'était les essais qu'il y avait eu dans les Monster Manuel. Pas dans le Deities and Demigods. Dans Deities and Demigods, absolument. Où là, on s'était dit, donc il y avait toutes les caracs des grands anciens, enfin c'était n'importe quoi. Et j'arrivais un petit peu à reculons en lisant l'Appel de Cthulhu, et quand j'ai ouvert cette boîte-là, à la fois le manuel des règles et puis le guide des années 20, ça a été une révélation, enfin une explosion, quoi, vraiment. C'était il y avait à la fois un sérieux, un respect vraiment de l'ambiance, que, enfin, je m'étais toujours étonné de savoir comment Sandy Peterson ou d'autres avaient pu à ce point réussir à retranscrire une certaine idée du mythe. Principalement le mythe d'ailleurs qui était décrit par Derleth, et les scoliastes de Lovecraft. Et je trouvais ça assez incroyable, la manière dont ils arrivaient à retranscrire ça dans un jeu. Et finalement, où les monstres passaient au second plan. On n'était pas... il ne s'agissait pas forcément d'être confronté à des monstres pas possibles, à des créatures fantasmagoriques, mais l'ennemi pouvait être d'une simplicité. Elle était dans l'esprit et dans la tête, mais elle n'était pas forcément personnifiée. Je veux dire, on était plus confronté à des cultistes, à des gens, à des cultistes, plus qu'aux dieux qu'ils vénéraient, quoi, finalement. Et ça, je trouvais ça assez incroyable. Voilà. Et puis, les différentes expériences qu'on avait eues, on était allé aux États-Unis quand j'étais petit avec mes parents, on était allé en Louisiane, il y avait toute cette ambiance-là en Nouvelle-Angleterre qui me fascinait, quoi, et que j'arrivais à retrouver dans l'Appel de Cthulhu. Puis on en a déjà parlé, mais la grande révolution de l'Appel de Cthulhu par rapport à Donjon, c'est que c'était plus un jeu d'exploration et d'affrontement, mais un jeu d'enquête. Un jeu d'enquête, absolument, tout à fait. Ce qui était quand même assez nouveau. Ouais. Dans le jeu. Un jeu d'enquête, un jeu d'ambiance. On est vraiment dans du Conan Doyle, on est dans du Agatha Christie, on est du... Et puis moi, quoi qu'on en dise, moi j'aimais beaucoup ce côté, vous avez reçu une lettre d'un vieil oncle passionné, linguiste, travaillant sur les langues anciennes, ou un philologue, ou des choses. Et moi ça me fascinait, quoi. Voilà, ça me fascinait, cette ambiance-là. Et j'attendais avec impatience le début du scénario. Voilà, on allait m'annoncer que j'avais reçu la lettre de ce vieil oncle. Et même question, tu as commencé comme joueur à l'Appel de Cthulhu ? J'ai commencé comme gardien. J'ai commencé comme gardien. Ça a été assez long à démarrer parce que j'ai lu, je ne sais pas combien de fois j'ai lu le manuel, enfin le manuel de la comme toi. Ah non, mais je me rappelle, je le lisais la nuit. La nuit à la lumière j'avais une petite lampe de poche et je le lisais sous ma couette la nuit. J'arrivais plus à en décrocher, en fait, quoi.
Et ce livre, et le guide des années 20 a été ensuite l'ouverture sur le... Enfin, c'était des accroches scénaristiques qui étaient extrêmement intéressantes, quoi. Et le premier scénario que j'ai fait, c'était un scénario qu'il y avait dans Cage Belly qui s'appelait Le Léopard et le vent. Oui, je me rappelle très bien t'en souviens l'illustration avec une terrasse, quelques explorateurs Exactement. qui sont entourés d'indigènes en tenue avec des peaux de léopard. Exactement, avec Très un guerrier réussi. léopard. Avec Ouais, un guerrier très léopard. réussi, Très cette- réussi. Je crois que cette c'était un croquis de illustration. Vincent, une illustration de Vincent. Ouais, peut-être Ouais, bien. ouais, ouais. Et et là, on est vraiment dans le côté toute cette exploration de l'Afrique noire, un peu aux sources du Nil, quoi, vraiment. Et ça a été, c'était notre premier scénario. Ça, c'était mon premier scénario. Et ensuite, on a attaqué les scénarios qui étaient vendus par Jeux des Cartes. Alors, pour l'anecdote, il y avait la mère d'un copain. Parce que j'habitais dans un petit village à côté de Rennes qui s'appelle l'Ermitage. Et on avait un copain dont la mère travaillait dans un relais jeu des cartes, dans le relais jeu des cartes de Rennes qui s'appelait l'Amusance. Et ce relais jeu des cartes, à l'époque, n'importe quel... c'était des revendeurs de la licence des cartes. Et c'était un magasin de jeux, d'échecs, de Go, de choses comme ça. Et puis, quand c'est devenu quand ils ont acheté quand ils ont pris la licence jeu des cartes, à ce moment-là, mon pote nous a dit, bah attends, ma mère elle a reçu plein de trucs, et notamment elle avait reçu tous les suppléments, les premiers suppléments qui allaient, quoi. Et donc on allait là-bas et on avait même on pouvait en prendre, les lire, les photocopier, lui rendre. Enfin, il y a tout un truc, voilà. Et donc on avait commencé comme ça avec les premiers meurtres à Dunwich notamment, qui étaient qu'on en parlait, voilà, de ce fameux meurtre à Dunwich, qui était d'ailleurs pendant assez longtemps, ça a été le premier. Hein. Il y avait pas grand chose qui était vendu. Moi, je ne sais pas si c'est par nostalgie ou par mais mon esprit critique, il est assez émoussé par rapport à ces vieux scénarios-là. Je trouve qu'il y a une patte encore. Il y a quelque chose de touchant c'est quand même les premiers scénarios, quoi. Moi, je devais avoir 13 ans, 12 ans ou 13 ans. À 12-13 ans, aborder un scénario comme Meurtre à Dunwich, il fallait mûrir vite quand même pour jouer à l'Appel de Cthulhu à 13 ans, quoi. Voilà. Et puis ensuite, on a eu le grand frère d'un copain qui, lui, nous a vraiment fait rentrer dans le jeu. Parce qu'au départ, c'était des balbutiements. Voilà, on achetait, moi je les achetais avec mon argent de poche, et puis je les lisais, quoi. Mais je les jouais pas vraiment, quoi. Et toutes nos tentatives de jeu à 13 ans de l'Appel de Cthulhu, c'était des échecs, quoi. Parce que les mecs voulaient bastonner, il n'y a pas de point d'expérience, ils comprennent pas comment ça fonctionne, la santé mentale, c'est difficile à aborder pour un gamin. Et puis il y a ce frère d'un ami qui lui nous a fait découvrir vraiment le jeu de rôle avec ses potes, quoi. Le jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu avec ses potes. Et on a dévoré quasiment tous les premiers scénarios, quoi. Voilà, tous les premiers scénarios, on les a dévorés, quoi. Et c'est lui qui nous a vraiment... parce que lui, en plus, c'était un lecteur, c'était un littéraire. Donc il arrivait à nous mettre dans l'ambiance. Il nous a pas forcé à lire, mais ceux qui ne lisaient pas, il fallait absolument lire quand même du Lovecraft. Et ça a été vraiment celui qui nous a mis le pied dedans, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. D'ailleurs, on revient dessus, mais il y a Lovecraft dans tout ça. Tu disais tout à l'heure que tu étais déjà un lecteur de Lovecraft. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert Lovecraft ? Alors, comment j'ai découvert Lovecraft ? J'ai découvert Lovecraft par mon grand frère, qui lui... par mon grand frère... Alors, j'aurais pu le découvrir avec mon père, parce que mon père était un grand passionné de science-fiction. Mais lui, il lisait pas Lovecraft. Et c'est mon grand frère, Lionel, qui m'a fait découvrir un jour. Donc, il avait la couleur tombée du ciel de chez De Noël. J'ai commencé par celui-là. C'est drôle, hein, parce que moi aussi, c'était... Et Joshi aussi, Ah bon ? Et j'ai encore l'odeur du livre. Ouais. Quand j'en parle, j'ai l'odeur des pages du livre, vraiment. Et c'est un bouquin que j'ai dévoré, que j'ai trouvé totalement...
absolument incroyable. Le point de départ de cette couleur indéfinissable qui grignote tout, parce que voilà, qui grignote tout, qui vit et qui grignote, voilà, et dont on ne peut pas se débarrasser, quoi. Voilà, et on a beau tout faire, il n'y a que, bon, effectivement, l'inondation et la construction du barrage et l'inondation de toute la région qui fait que peut-être elle va être détruite. Et cette peur-là, qui renvoie au thème Lovecraftien de la petitesse face à l'infini et à des choses qui nous dépassent, venant de l'extérieur et qui nous dépassent, ça m'a ramené à la compréhension de la place de l'homme dans l'univers. Voilà, et c'était et une forme d'humilité, quoi. Il y a une humilité dans ce jeu qui fait une humilité dans les écrits de Lovecraft, de l'appréhension de l'homme, enfin la manière dont l'homme appréhende l'univers et le monde qui l'entoure comme étant totalement désespéré. Et on retrouve ça dans l'appel de Cthulhu. On sait que quand on ne commence pas une campagne, on ne commence pas un scénario de l'appel de Cthulhu en se disant on va gagner, il y a quelque chose à gagner, on va réussir. Non, on le commence parce qu'on va découvrir quelque chose et qu'on va être entraîné dans une histoire. Et c'est ça qui est passionnant. Voilà, il n'y a pas un point de départ, il n'y a pas une fin. Enfin, c'est pas comme ça que moi je l'appréhende, quoi. C'est vraiment, je m'entraîne dans une histoire et je sais pas ce qui va se passer. Voilà. Est-ce que tu aurais une campagne ou un scénario préféré, alors que ce soit de cette époque-là ou de façon plus récente, mais est-ce que tu as quelque chose qui te souvient un peu plus particulièrement? Alors, j'avais beaucoup apprécié la trace de Tsatsogoa. C'est beaucoup. Et puis, les masses de Nyarlathotep, mais avec un... Alors, les masses de Nyarlathotep, le thème était passionnant. La campagne était tellement décourageante et déconcertante qu'on n'a jamais pu la finir, en fait. Voilà. On n'a jamais pu la finir. Elle était mortelle, mais elle nous... il y avait le voyage, en fait. Voilà, le voyage. On passe sur tous les continents. C'était quelque chose de... Alors, à l'époque où on a commencé les masses de Nyarlathotep, je n'avais pas l'image et la compréhension de ce qu'était Nyarlathotep, en fait. Ça, j'en suis persuadé. Je ne l'appréhendais pas de la manière dont je peux l'appréhender maintenant. Et c'est pareil un peu pour pas mal de scénarios de l'appel de Cthulhu, en fait. Quand on faisait pas forcément le lien entre les créatures du mythe qu'on pouvait rencontrer associées aux grands anciens. Par exemple, on savait pas que les Migos pouvaient être des adorateurs de Nyarlathotep, par exemple. Voilà, ça c'était quelque chose qui nous passait complètement dessus. La grande race de Yit, on savait pas non plus le lien qu'il pouvait y avoir avec les autres créatures du mythe. Et ça, c'est ce que l'appel de Cthulhu nous a apporté, a forgé. Probablement pas mal à l'encontre aussi de ce que sont les écrits de Lovecraft. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont construit le jeu autour d'une mythologie, en fait, d'Arlésienne, et qui est assez loin des écrits de Lovecraft. Et on retrouve pas ça dans les écrits. Enfin, je ne retrouvais pas ça dans les écrits de Lovecraft. Ouais, quand même, les écrits de Lovecraft sont un peu, je sais pas si je dirais décousus, mais il y a peut-être moins de... Comme par exemple chez quelqu'un comme Tolkien qui a voulu vraiment créer une mythologie qui soit cohérente. Ouais. Lovecraft, c'était pas forcément... Lovecraft n'a pas du tout voulu créer de mythologie. Il appelait ça des Yog-Sothothery, d'ailleurs. Ouais. C'était pour lui un jeu. Voilà, c'était pour lui un jeu. Il se renvoyait la balle comme il l'a fait avec Robert Bloch, par exemple, dans celui qui hantait les ténèbres. Donc quand il se renvoie la balle avec cet avatar de Nyarlathotep et puis le trapézoède
Rutilant. Rutilant, voilà, Rutilant. exactement, le trapézoïde rutilant, où il se renvoie la balle quand il est dans sa maison de Providence à College Street, et où il voit cette église qui n'existe plus d'ailleurs maintenant à Providence, cette vieille église baptiste dans laquelle il y a le trapézoïde rutilant et The Hunter of the Dark. J'ai oublié la traduction, mais voilà, c'était ça. Et donc lui, c'était plutôt un jeu, mais la manière dont Chaosium l'a fait, elle l'a fait comme en conservant un certain respect de l'auteur. Enfin, il y a un respect de l'auteur qui est, je sais pas comment l'expliquer, là je bafouille un peu, mais l'a fait en conservant, oui c'est ça, un respect de l'auteur et une part littéraire importante, mais en forgeant le jeu, l'appel de Cthulhu, autour d'un mythe Lovecraft a laissé tellement de zones d'ombre que finalement on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, tout en réfutant aussi certaines voies suivies par Derleth, puisque dans la boîte originale, dans l'édition originale, il y a ou dans la deuxième d'ailleurs, je ne sais pas si ça vient de la première ou de la deuxième, ils indiquent ce que nous n'avons pas gardé, en indiquant bien que ils ne voulaient pas en faire une espèce de jeu sur la lutte entre le bien et le Exactement, mal. tout à fait. Parce que ça va bien au-delà du bien et du mal, qui sont des notions pas du tout Lovecraftiennes. Absolument, en fait. Absolument. Et d'ailleurs, il y avait une grande discussion à cette époque-là. Enfin, quand après la mort de Lovecraft, quand Derleth a créé avec Van Dryle Arkham House, les éditions Arkham House, et qui sont allés chercher chez ce pauvre Bob Barlow. Barlow, voilà, c'est ça. Voilà, Robert Barlow. Donc ils sont allés chercher chez Robert Barlow toute la correspondance qu'il avait et puis les manuscrits. Donc Derleth, lui, dans sa tête, il voulait monter une mythologie, on va dire manichéenne, au sens judéo-chrétien du terme. Voilà. En se basant effectivement sur des figures masculines et féminines, des figures élémentaires qui s'opposaient les unes aux autres. Lovecraft, c'est pas du tout ça. Lovecraft, c'était un athée convaincu. Il était complètement au-delà de ces choses-là. En plus, c'était un matérialiste cynique. Il allait justement, de par ses écrits, il allait bien au-delà de bien au-delà des monothéismes et bien au-delà des religions. Des religions, il y a une forme de soumission à la science, de soumission à la nature chez Lovecraft, et qui est totalement décorrélé justement de la religion, quoi. Voilà. Et Derleth a voulu ramener ça à la religion, peut-être pour une nécessité de compréhension. Peut-être que les choses lui échappaient aussi. Mais en ça, il a un peu perverti l'œuvre de Lovecraft. Et puis, bon, ça c'est un point de vue personnel, hein, bien sûr. Hein. Bon, j'ai rien contre Derleth, évidemment. Mais ensuite, tous les écrits qu'il y a eu après n'ont fait que rabâcher systématiquement les mêmes thématiques, en reprenant pratiquement mot à mot certains débuts d'écrits de Lovecraft, en faisant rentrer le personnage, alors l'archéologue, l'archéologue, l'universitaire. Il fallait citer systématiquement les livres du mythe. Voilà, le Necronomicon arrivait, le culte des ghouls, il y avait tout, le livre des hiboux, etc. Tous ces livres-là, ils arrivaient. Tout était casé systématiquement dans les nouvelles de Derleth, comme on peut lire dans Devant le Seuil, La Trace de Cthulhu, etc. Alors que des gens comme Clark Ashton Smith, eux, qui ont développé des éléments du mythe, mais par jeu intellectuel, où Lovecraft s'est approprié dans Hyperborée ou dans Zotique, ceux qu'il a fait comme étant des grands anciens, comme Xatsuba, etc. Mais ça demeure quelque chose d'assez vaporeux. Et ça, la puissance littéraire qu'avait Lovecraft ou Ashton Smith, bon, Derleth ne l'avait pas. Et lui a voulu absolument pas faire commerce, mais de ce mythe,
mais quelque part un peu, je trouve. Quoi. Voilà. Bon. Oui, tout à fait. D'ailleurs, même les personnages de Derleth, quelque part, c'est des héros qui triomphent. C'est des héros puissants par leur connaissance. Alors que les personnages de Lovecraft, eux, sont beaucoup moins proactifs. Ils subissent. Oui, tout à fait. Ouais. Ils sont timorés, ils subissent. Ils subissent et parfois, ils subissent même dans leur destinée familiale ce qui leur arrive. Comme dans le cauchemar d'Innsmouth. Comme dans le cauchemar d'Innsmouth. Alors que, je ne vais pas dire que chez Derleth, c'est des héros à la Indiana Jones, mais malgré tout, on a quelqu'un qui triomphe à la fin et qui triomphe du bien sur le mal, quoi. Voilà, tout à fait. Alors que chez Lovecraft, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, en gros, on se retrouve si on revient au jeu de rôle avec des personnages joueurs qui peuvent déstabiliser beaucoup incarner ce genre de personnage qui est faible, qui ne triomphe pas, qui subit, c'était très déstabilisant pour beaucoup de joueurs. Pour beaucoup de joueurs, tout à fait. Qui, eux, étaient habitués à incarner des héros, notamment dans Donjons et Dragons, et qui avaient une certaine frustration. Et il faut quand même arriver à une certaine maturité pour se dire, mais en fait, c'est une expérience très appréciable. Absolument. Il y a la possibilité dans l'appel de Cthulhu de se jouer comme personnage. Chose qu'il n'y a pas dans, effectivement, comme tu dis, chose qu'il n'y a pas dans Donjons et Dragons, où là on incarne, enfin maintenant on peut le faire, mais à l'époque non, on incarnait des personnages qui étaient stéréotypés. Et d'ailleurs la touche un petit peu la touche émotionnelle, c'est toute la partie alignement. Qui était en fait qu'on jouait assez mal, quoi, quand on était gamin, quoi. L'appel de Cthulhu, il n'y a pas d'alignement, mais tu es obligé de jouer. T'es obligé de jouer ton personnage comme tu le ressens, quoi. Et ça, c'était effectivement très novateur et vraiment un espace de liberté extraordinaire, quoi. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais jamais terminé la campagne des masques. Ouais. Dans cette idée aussi de se dire, entre guillemets, perdre, en tout cas, mourir, devenir fou, etc., c'est tout à fait une finalité qui est appréciable dans ce jeu-là, en tout cas. Est-ce que, selon toi, il est possible ou il est entendable de rejouer un scénario, une campagne qu'on n'aurait pas, entre guillemets, réussi? Alors, il y a deux choses. On peut rejouer une campagne, enfin moi je pense que, et d'ailleurs j'ai apprécié de le faire, rejouer une campagne que je n'avais pas terminée. Mais j'ai aussi apprécié rejouer une campagne que j'avais déjà faite. Ou des scénarios que j'avais déjà faits. Bon, peut-être pas une campagne, mais en tout cas des scénarios. Et oui, on peut le faire avec l'appel de Cthulhu. Et parce que on n'est pas dans la... Alors effectivement, toute la partie enquête, il y a le ressenti est différent. Avec le personnage, le ressenti est différent. Avec le temps, le ressenti est différent. Et quand bien même il y a des parties de l'enquête qu'on connaîtrait, ça gâche pas, quoi. Je trouve que ça ne gâche en rien. Ça ne gâche en rien la campagne, quoi. Les masses de Nyarlathotep, on va la refaire. Il est prévu qu'on la refasse. Et quand bien même je connais peut-être 60% de la campagne, je crois même que je l'ai lu d'ailleurs, ça n'enlèvera absolument rien à l'enquête, quoi. Rien du tout, quoi. Et ça n'enlèvera rien à mon plaisir de jeu, quoi. Tout dépend aussi du gardien. C'est très important, le gardien. Et là, notre gardien, il est extraordinaire. Je le salue, Jean-Marie d'ailleurs. Et puis, et rien et ça n'enlèvera rien au plaisir du jeu, oui. En revanche, je me vois mal refaire une campagne de Donjons et Dragons que j'ai faite, quoi. C'est clairement, quoi. Ou des campagnes de Pathfinder, parce que l'état d'esprit est totalement différent.
Et je pense qu'on est marqué, que je suis marqué aussi par la manière dont Donjons et Dragons m'a fait rentrer dans le monde du jeu de rôle. Quand je joue un jeu quand je joue une campagne d'Heroic Fantasy ou un scénario d'Heroic Fantasy, je suis pas du tout dans le même état d'esprit, quoi. Là, j'y vais pour me marier avec mes potes, quoi. Alors, il y a des campagnes qui sont beaucoup plus sérieuses, mais globalement, on va à la découverte, on va fighter, voilà, c'est pas forcément la course au point d'expérience, mais moi, je me rappelle de combats je veux dire, par exemple, dans la Nuit des Profondeurs, le dernier combat ou l'avant-dernier combat, il a duré 13 heures, quoi. Donc, à la fin, ça n'a plus de sens, quoi. Mais on y va pour se marrer, quoi. Et puis on picolait avec les potes, tu vois. Voilà, c'est vraiment plus pour cette ambiance-là que finalement Donc, je ne referai pas ce genre de campagne. Mais des campagnes, l'appel de Toulouse, bien sûr, ouais. C'est déjà arrivé, toi, Guillaume, de refaire un scénario, rejouer toi en tant que joueur une campagne que tu n'aurais pas terminée Alors, à l'appel de Cthulhu ou à Donjon? Ouais, peu importe, l'un des deux. Bah, à l'appel de Cthulhu, oui, puisque c'est ce que je disais, les masses de Nyarlathotep, j'en suis à ma 3e fois. Mais j'ai rejoué aussi les Ombres de Yog-Sothoth que j'avais joué comme joueur. J'ai fait le début de la campagne avec toi. Et sur Donjon, ouais, des expériences les pires d'ailleurs, puisque je me rappelle avoir rejoué une fois un scénario. Alors je rejouais pas, j'étais avec un copain qui le rejouait, et paf, il arrivait dans une salle, il balançait tout de suite la boule de feu sur le mimique. Voilà. Je dis, oh, ben, c'est quand même, c'est dommage, quoi. Oui, non, mais je savais que le mimique était là, alors. Oui, mais bon. Et donc, une autre fois, c'était pire, parce que j'avais rejoué comme maître un scénario que le joueur en question avait déjà rejoué. Donc là, il ratiboisait tout, il arrivait, alors, paf, là. pour appuyer ce que tu dis, il y a dans des campagnes d'Heroic Fantasy, enfin de Donjons et Dragons, on peut être amené à être frustré. Chose qu'on n'a pas dans l'appel de Cthulhu. Puisque on partage, il y a une enquête, il y a quelque chose, c'est beaucoup plus coopératif que dans un donjon. Et je me rappelle de mon cousin, qui était maître à l'époque, quand on était gamin. Je me suis toujours demandé comment mon petit cousin vivait le jeu de rôle. Parce que pour lui, c'était l'enfer. Bon, ils ne s'entendaient pas tellement à l'époque. Et donc, il y avait mon grand cousin, mon petit cousin. Et systématiquement, il faisait en sorte que mon pauvre petit cousin se fasse buter. Voilà, donc c'était une expérience. Elliot dans E.T. Oui. Vous vous souvenez Elliot dans E.T. comme il se fait rembarrer par ses grands frères. Ah ouais, c'était un peu ça, quoi. Il l'envoyait chier tout le temps. C'était l'enfer pour lui, quoi. Et bon, il y avait toutes ces querelles de gamins en même temps, quoi. Voilà. Est-ce que tu aurais un souvenir d'une partie ou d'un moment en jeu sur l'appel de Cthulhu qui t'a le plus marqué? Que ce soit une ambiance ou chose qui... Alors, comme je vous disais, ça dépend énormément du gardien. Alors, il y a des scénarios que j'ai faits. Par exemple, à une époque, on jouait dans la cave chez un pote à Rennes. On jouait toute la nuit. On se foutait on se terrifiait mutuellement. Un scénario précis, non, pas tellement à cette époque-là. En revanche, mon meilleur moment de jeu, je crois que c'était cette incroyable campagne qui avait été publiée par Sans Détour. Dont j'ai encore le nom m'échappe. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Les 5 supplices, ça y est, ça m'est revenu. Voilà. Donc c'est pas on aurait dû le préparer le truc quand même, hein, parce que c'est pas très vieux comme expérience, puisque les 5 supplices n'a que quelques années. Oui, c'est pas très vieux. Mais ça dépend énormément du gardien. Et là, notre gardien, il est exceptionnel et il nous a fait vivre un moment que je n'ai jamais vécu avant, je crois. Voilà. Et ça a été absolument incroyable. Ce voyage,
on la disait aussi assez linéaire, hein, cette campagne d'ailleurs, et qu'il ne l'est pas du tout, quoi. Voilà, on a discuté tout à l'heure, parce linéaire n'est pas forcément chiant. En l'occurrence, c'était tout ce voyage-là, puis l'époque, et c'est... Il n'y a pas que le scénario qui est intéressant dans l'appel de Cthulhu, il y a les à côté aussi. C'est qu'en fait, rentrer dans un scénario, l'appel de Cthulhu, te fait découvrir tout un tas de choses. Voilà, tu t'intéresses à une époque, tu t'intéresses à des mouvements artistiques. Ça peut être de peinture ou autre chose. Hein. C'est des choses qui ont pu arriver, à des techniques. Hein, au paquebot, par exemple. Oui, absolument. Absolument. Comme ça. À des langues, à des groupes, à des groupes ethniques différents. Enfin, Alors, oui, j'aurais dû le préparer quand même, parce qu'il y en a tellement que... Enfin, il n'y en a pas tellement, mais... Mais ce sera pour la prochaine fois quand on reviendra. Exactement. Avec, du coup, toi, tu connais le jeu depuis ses débuts pratiquement. Oui. Comment est-ce que tu as vu l'évolution du jeu? Comment est-ce que toi, tu as vécu cette évolution? Est-ce que tu joues peut-être encore toujours à la deuxième édition américaine? Je sais pas. Alors, on a vu surtout... on a vu l'émergence de l'appel de Cthulhu. Est-ce que tu as l'impression que c'était plutôt transparent dans le sens où, ok, il y avait une nouvelle édition qui sortait, on se mettait à jour sur la règle et puis roule? Ou est-ce que tu as vu à des moments donnés des éditions, des évolutions qui t'ont pas plus intéressé que ça et t'es resté sur une version antérieure? En fait, on est resté assez longtemps sur la deuxième édition. On est resté assez longtemps sur la deuxième édition. Les éditions, les ajouts de règles dans l'appel de Cthulhu, elles n'ont pas vraiment eu de... À part la sixième, où à part la septième où il y a eu un cran. Mmh. Mais sinon, précédemment, la cinquième, où il y a un peu, on a eu des... En fait, étant donné qu'on peut jouer, avec... Enfin, peu importe les règles avec lesquelles on joue, finalement, c'est l'apport scénaristique qui est intéressant, quoi. Et on a vu l'évolution de l'apport scénaristique, avec un grand saut avec les éditions sans détour. Avec la sixième, un apport de matériel qui a été tellement conséquent qu'on n'avait pas vraiment la possibilité de digérer en fait tout ce qui sortait. Alors, au niveau des campagnes qui ont pu être considérées comme majeures ces derniers temps, il y avait quand même les Montagnes Hallucinées, qui est quand même une grosse masse d'informations et où le MJ devait, le gardien devait quand même assimiler beaucoup de choses. Donc je te parlais des 5 supplices tout à l'heure, qui a été la première, enfin pas la première, mais la grosse expérience majeure en fait sur une campagne extrêmement documentée. Et puis la seconde, c'est évidemment par de la Montagne Hallucinée, qu'on n'avait jamais osé jouer en fait. Même dans les éditions précédentes. Donc on a pris celle de Sans Détour, parce que c'était la révision américaine aussi. C'était la révision américaine de la campagne des années 90. Et là, ça a été la manière dont on a été emmené par notre gardien c'était vraiment extraordinaire, quoi. C'est un très très grand moment de jeu. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de lenteur en fait dans cette campagne-là. Mais si on ne se soumet pas à ces lenteurs-là, et notamment à tout ce qui concerne le ravitaillement, à tout ce qui concerne la vie dans le bateau, la vie aussi en tant que scientifique, on touche vraiment du doigt ce qui était une expédition scientifique à l'époque, comment on la montait, comment elle se construisait, les haltes que l'on faisait dans les ports, etc. Le passage du canal de Panama, toutes ces choses-là, elles sont essentielles. Elles sont essentielles car à côté de cela s'installe l'intrigue. Et notamment la partie sabotage dans le bateau. Si on n'avait pas aidé les gars à remplir le bateau et à faire l'inventaire de tout ce qu'il y avait dedans,
Il y a des éléments de la campagne qui nous auraient échappé. Et il y a, en fait, le fait de rentrer à ce point comme ça dans un quelque chose de rébarbatif en termes de montage d'expédition. Il y a aussi des grands moments de lenteur dans une réelle expédition. Les scientifiques qui partent pendant plusieurs mois. Il y a plusieurs mois de bateau. Il ne se passe rien du tout. Et puis d'un coup, on arrive comme ça en Antarctique. On arrive comme ça sur ces montagnes. Et là, on tombe sur la chaîne de montagnes la plus haute qu'on a jamais vue, quoi. Et c'est ce choc-là qu'il y a entre la monotonie de la préparation de l'expédition à l'expédition en elle-même, et puis le choc visuel et psychique de la découverte d'abord des montagnes, puis ensuite du camp de Lake, et ensuite de la cité. Et ça a été d'abord du camp de Lake, ensuite des montagnes, et ensuite de la cité. Et ça, c'est vraiment le choc. Et en plus, c'est tout comme dans la nouvelle de Lovecraft, on n'entreperçoit pas très bien ce que c'est. On n'arrive pas à percevoir réellement ce que c'est. Le Shoggoth, on ne sait pas ce que c'est. Et comme le dit Lovecraft, d'ailleurs avec humour, hein, dans Les Montagnes Hallucinées, c'est un métro qui rentre dans un tunnel. Et ça a été très très bien retranscrit. Et c'est une campagne qui est magistrale, qui nous laisse un souvenir vraiment impérissable, et un des meilleurs souvenirs effectivement scénaristiques ouais. Donc là, du coup, c'est à la fois aussi cette histoire d'un peu de monotonie, de linéarité, si on peut dire, de choses un peu rébarbatives qu'on pourrait penser, devient en fait un instrument. Exactement. Pour l'horreur et pour l'aventure, en fait. Exactement, et c'est cette dichotomie qu'il y a entre la monotonie effectivement de l'expédition et puis le choc de la découverte et de l'horreur, quoi. Voilà, ouais. C'est drôle parce que tu parlais des traces de Tsathoggua et il y avait déjà un petit peu ça. Il y avait déjà un petit peu ça. Bien des avec années avant dans les traces de Tsathoggua, où je me rappelle que la première fois que je l'ai lu, j'étais étonné parce que il y avait une page entière pour décrire un personnage qui était nouveau par rapport à précédemment où on avait une description donc qui tenait dans un petit paragraphe d'un personnage avec ses caractéristiques. Et là, on vous expliquait quelle était leur psychologie, leur bon côté, leur mauvais côté. Enfin, c'est du Keith Herbert aussi dans le texte. Et il y a déjà aussi ce côté... pendant des jours, on va faire une tâche un peu répétitive en montant sur ce mur de glace. Et je peux pas m'empêcher de me dire, cette première expédition au Groenland, c'est malgré tout, c'est un petit prémisse. C'est un petit peu... Oui. Quelle serait ta créature ou ton entité préférée dans le bestiaire Lovecraftien Quelle drôle d'idée. Deities and Demigod. Cthulhu a le plus de points de vie. Donc il y a allez, je te dirais que c'est les maigres bêtes de la nuit, quoi, qui sont à la fois pour le côté littéraire, qui est totalement... c'est le nom, même la sonorité du terme. Night God, la manière dont a été traduit ça, en Night God, en maigre bête de la nuit, c'est extraordinaire. Alors, le fait de le retrouver, on le retrouve assez peu. C'est une créature qu'on retrouve assez peu dans les scénarios. Déjà, c'est une créature solitaire, isolée, qu'on retrouve dans les 5 supplices. Mais il y a quelque chose d'extrêmement touchant, parce que cette créature-là, elle touche vraiment l'intimité et les peurs profondes d'enfants de Lovecraft. Hein. C'est comme il le disait, il les a personnifiés en lisant, en regardant les gravures de Gustave Doré dans le paradis perdu de Milton. Donc, c'est ces créatures-là c'est la résonance de la vision de Gustave Doré qui a généré dans l'esprit de Lovecraft les maigres bêtes de la nuit. Donc, on est vraiment dans la terreur nocturne, au sens
au sens propre du terme, quoi. Voilà. Et c'est une des créatures, oui, effectivement, qui me touche le plus. À part, et sinon, bah, évidemment, c'est Nyarlathotep, quoi. Alors déjà physiquement, parce que parce qu'on va, voilà. Non, je blague, mais oui, c'est Nyarlathotep. Ouais. Nyarlathotep par ses avatars, par la complexité, et puis Nyarlathotep au départ. C'est le messager, mais il apparaît dans les nouvelles du rêve de Lovecraft. C'est Randolph Carter. C'est Kadat, et puis c'est à travers les portes de la. C'est la clé d'argent. Donc, c'est pas une. Nyarlathotep, il est un peu à part. Il se joue des entités, il se joue des grands anciens. Déjà, c'est un dieu très ancien. Donc, il est vraiment à part, quoi. Et il est énigmatique, et puis il y a une part de nous-mêmes dans Nyarlathotep qu'on peut beaucoup mieux appréhender que dans Cthulhu, Il a un côté tragique. Moi, j'ai toujours vu comme une des déités les plus tragiques, parce que son ubiquité même, sa capacité à être n'importe où dans le temps et dans l'espace, fait qu'on finit par se dire, mais est-ce que Nyarlathotep, qui est d'ailleurs une des entités qui peut le plus communiquer directement avec les investigateurs dans différents... il y a plus d'interactions, quoi. Voilà, il peut prendre la forme de différentes entités, et il y a des scénarios où il discute directement avec les... Et on se dit, mais est-ce que Nyarlathotep n'est-il pas quelque part prisonnier lui-même d'une forme de destin dont il ne peut rien changer, malgré ses capacités totalement d'ubiquité totale? Est-ce que ça n'est pas une pauvre créature qui peut faire n'importe quoi sans que ça n'ait de conséquences réelles, quoi? Moi, c'est en relisant les ombres de Yog-Sothoth, je me suis dit, mais en fait, est-ce que Nyarlathotep, c'est pas ça? C'est celui qui voit les fils aussi. C'est celui, au contraire des humains qui pensent savoir pouvoir influencer sur leur destinée. Nyarlathotep, c'est celui qui voit que, en fait, non. Il voit les fils et il voit que même s'il peut tout faire, en fait, il est obligé de faire quelque chose. Il est le messager, il est le serviteur. Le serviteur, le messager, le serviteur, bien sûr. D'ailleurs, si on voudrait, si tu aurais un conseil à donner pour réussir à appréhender un peu Nyarlathotep comme toi tu le fais, qu'est-ce que tu conseillerais de lire, ou quelle campagne, scénario jouer comment est-ce que toi tu as réussi à approfondir cette connaissance de Nyarlathotep? Alors déjà à travers les écrits de Lovecraft, tu prends le testament de Randolph Carter, tu prends il y en a beaucoup, tu prends The Hunter of the Dark, tu prends la quête de Kadat, l'inconnu. Tu prends à travers les portes de la clé d'argent. Tu prends... bon, va peut-être falloir couper aussi. Oui, donc simplement en lisant les nouvelles de Lovecraft. En lisant les nouvelles de Lovecraft, c'est là où on l'a. Et puis il y a le poème Nyarlathotep. Je conseille aussi une bande dessinée qui est extraordinaire, qui s'appelle Nyarlathotep, où là on décrit vraiment... on sent la fin du monde, en fait. Voilà, on sent vraiment la fin du monde. Il y a une forme de défaitisme chez Nyarlathotep. Il est là, il nous accompagne en fait dans notre chute. Mais c'est pas lui qui la provoque. C'est nous en tant qu'êtres humains, la destruction que l'on entreprend du monde qui nous entoure. On cherche un coupable en disant que il y a une entité supérieure qui détruit tout, mais en fait c'est nous qui le détruisons. Nyarlathotep, il est à l'intérieur de nous. Il est notre face cachée, notre face d'ombre, mais il est toujours présent. C'est un machiniste, c'est un marionnettiste, c'est celui qui va de ville en ville, de village en village avec un petit théâtre de marionnettes.
et qui fait découvrir à travers ce théâtre de marionnettes le monde que les paysans du coin n'ont jamais vu. C'est le syndicaliste qui va monter les ouvriers contre le patron. C'est celui qui fait réagir Nyarlathotep, c'est celui qui te fait te révolter, c'est celui qui te fait... mais en même temps, mais c'est pas lui qui amène... c'est pas lui qui détruit le monde, en fait. C'est lui qui essaye de te faire réfléchir, qui te prévient... parce que, comme tu l'as dit à juste titre, lui, il sait. Nous, on pense savoir, mais on sait rien, mais lui, il sait. Il nous laisse le choix, en fait. Il nous laisse le choix. Et c'est nous qui nous projetons dans notre propre perte, quoi. Voilà. Eh ben, avec tout ça, eh ben, ça fait déjà un bel épisode, tout ça. J'avais encore plein de questions. Pas d'histoire de la bague, alors? Mais écoute, ce sera peut-être pour un prochain épisode. On vous garde une anecdote intéressante sur une bague, donc il faut la garder en tête. Hein. Rappelez-le nous quand vous voudrez l'entendre. Et puis, on reprendra contact avec Arnaud qui pourra se réapproprier l'exercice. Eh bien, messieurs, moi, je vous remercie. Ça a été très enrichissant. Merci Arnaud. Merci encore pour ton accueil. Merci, ouais. Merci à vous. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin, pour nous accompagner vers cette fin d'épisode? Eh bien, je vous invite à lire l'excellente traduction de mon ami David Camus, si vous ne l'avez pas encore faite, de l'intégrale des écrits de Lovecraft, qui apporte une vision, à la fois dans la richesse, la profondeur de la traduction et la systématique du texte, qui est absolument inégalée. Voilà. Et on redécouvre beaucoup de nouvelles à travers cette nouvelle traduction. Ben merci à toi. Guillaume, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Encore une fois, je vous souhaitais de bonnes parties de l'appel de Cthulhu, ou même d'autres jeux de rôle, si vous voulez faire d'autres jeux de rôle. Et puis, je pense qu'on se retrouvera bientôt. On vous avait parlé dernièrement d'un livre des éditions 84. On sera amené à le commenter un petit peu plus, de façon un peu plus importante dans un futur épisode, je pense. Ouais. Bonne partie. Et puis certainement que on avait fait un premier live sur Twitch. Il y a certainement un prochain qui arrivera d'ici quelques temps. Donc on vous tiendra informé dans une prochaine communication. En attendant, je vous souhaite une bonne partie également. Et puis je vous dis à très bientôt dans les Échos d'Arkham. Stagen!